Ready? Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire, sur notre direct depuis le sommet des BRICS à Kazan. Alors c'est un direct, mais comme on vous a dit, il y a tellement de journalistes, regarde, vous avez vu tout à l'heure, encore plus qu'hier, de 56 pays. Tout le monde diffuse live, ce qui fait que ça capte pas mal de bandes passantes. Donc peut-être qu'il sera un peu décalé dans le temps, mais on fait tout quand même dans les conditions du direct. Donc bienvenue. Et tout de suite, on va commencer avec Patient Parfait Ndom, expert en relations internationales. Analyse politique. En analyse politique, Analyse politique. camerounais, Oui. et qui est également à ce sommet des BRICS, Oui. où Pour le il se passe quoi pour le compte d'un média camerounais panafricain, For You Media TV Africa. Ok. Voilà. For You Media TV Africa. Oui. Donc, jetez un œil, c'est intéressant, puisque le concept de panafricanisme nous intéresse. Voilà. Nous, on a toujours beaucoup parlé positivement de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, et puis de la volonté des pays africains de réellement être souverains. Or, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe ici pour les pays d'Afrique. Au sein des BRICS, ils recherchent une réelle souveraineté, ou je me trompe? Non, pas du tout. Mais je pense aussi que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle sur le plan politique, diplomatique, mais aussi des relations internationales. Il y a un nouveau monde qui est en train de se créer devant nous, qui nous tend les bras d'ailleurs. Donc je pense que l'Afrique ne peut que s'inscrire dans cette dynamique, d'aller dans cette nouvelle réalité mondiale, en tournant la page de l'ancien monde qui était dominé, le moins qu'on puisse dire depuis la chute du mur de Berlin, de manière outrancière par l'impérialisme américain. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais les réalités, les dynamiques internationales sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan de ce qu'on peut appeler les différents modes de pouvoir en termes de dynamique, ont totalement bousculé cet ordre international ancien et doivent déboucher nécessairement sur un ordre international nouveau. Et à partir de ce moment-là, les crises qu'on peut voir et qui semblent lointaines de cet horizon, de la guerre que l'OTAN mène contre la Russie au niveau de l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est un proxy tout simplement, sur ce théâtre d'opération-là, et que ce soit ce qui se passe en Palestine, que ce soit les relations internationales avec les sanctions que l'Occident, surtout les États-Unis, imposent à des pays qui ne sont pas dociles ou bien qui ne respectent pas du tout cette orthodoxie du monde capitaliste néolibéral, sont tout simplement des éléments d'appréciation de ce basculement de la fin de l'ère de la Seconde Guerre mondiale, avec les conséquences que nous connaissons sur le plan économique. Par exemple, pour nous les Africains surtout, on a la Banque mondiale, on a le Fonds monétaire international, le Club de Rome, le Club de Paris, etc., qui étaient comme des tuteurs, n'est-ce pas, de l'organisation économique de nos pays. Aucun projet économique viable ne pouvait être validé sans l'accord de cette médias sur le plan international. Alors là, les BRICS arrivent. Les BRICS arrivent pourquoi? Les BRICS arrivent parce que c'est intenable. Le diktat américain a trop duré. Bon, peut-être pas pour l'Europe. Mais là, nous sommes dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle aube, et qui nous permet aujourd'hui d'être là où le nouveau monde s'écrit. Alors, j'ai la chance d'aller de temps en temps en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a eu quand même, il y a eu le néocolonialisme dont on a parlé, et puis il y a eu les années 80-90 avec la surprésence du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale qui demande des politiques de restructuration qui ont beaucoup affaibli les États africains. On sait qu'il y a eu des phénomènes comme en France, de France-Afrique, et de corruption de certaines élites. Mais il y a maintenant des accords de développement économique avec l'Union européenne qui en fait sont des accords de libre-échange qui ne profitent pas à l'Afrique. J'ai pas l'impression que ça se soit encore détaché de cette mainmise qui fait que il y a encore une tutelle occidentale. Par exemple, il y a toujours le franc CFA. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se passer ou est-ce que c'est juste un souhait? Non, il y a une rupture entre les dirigeants anciens, en réalité, dont la plupart ont été tout simplement des espèces d'hommes liges de l'Occident mis en place pour diriger nos États,
même la nature de nos indépendances pour la plupart, surtout dans l'espace francophone, qui sont des espèces d'indépendance factices en réalité, qui ont conduit à ce mode de gouvernance sur le plan politique et économique, et qui sont évidents. Quand vous parlez de FMI et de la Banque mondiale, vous vous souvenez des plans d'ajustement structurel qui ont complètement laminé les balbutiements, n'est-ce pas, de début d'industrialisation de notre continent, au point où, là encore, c'était plus que zéro. Mais il y a aussi les accords de coopération avec la France, il y a les accords militaires avec la France. Quand vous lisez les accords de coopération, bref, le volet qui nous est révélé aujourd'hui, c'est un scandale. C'est-à-dire, en réalité, les pays africains sont allés à l'indépendance complètement les pieds et les mains liés, sans aucune autonomie, sans aucune souveraineté, surtout dans le bloc francophone. À partir de ce moment-là, nous, on pose la question du contentieux historique. Parce que ce que les gens oublient, tout à l'heure, dans mon propos liminaire, je parlais de ce nouveau monde qui est en train de s'écrire avec les BRICS. Parce que c'est une réalité, une nouvelle réalité mondiale qui va s'écrire. C'est un processus non seulement de dédollarisation, mais avec le franc CFA, que nous appelons monnaie nazie. Cette affaire de cette parité fixe avec l'euro pose problème. Ça fait que nous n'avons pas la liberté pour pouvoir penser nous-mêmes, implémenter Si je me permets, nous on a en France le même problème que vous. Parce que nous on a l'euro qui est en parité fixe avec le Deutschmark en fait allemand. Parce que ce qu'on a c'est un Deutschmark déguisé en euros. Et nous ça plombe notre économie depuis 20 ans. On a une dette jusqu'au plafond. Non, mais vous l'avez dit à M. Bruno Le Maire, qui comparait l'économie russe à l'économie de l'Espagne et que dans bientôt la Russie sera à genoux. J'espère que ce n'est pas ce que vous et moi nous voyons depuis que nous sommes là. Alors, je le dis pourquoi? Parce que c'est un véritable contentieux historique que nous avons vis-à-vis de la France. Je vous rappelle, il faut toujours revenir à l'histoire pour mieux comprendre le problème du continent africain aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Pétain abdique et que De Gaulle se réfugie en Grande-Bretagne, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de venir sur le continent africain pour chercher les forces, pour l'aider à apporter sa contribution à la libération de la France de la peste brune. Où il trouve ses forces? C'est en Afrique. C'est chez moi au Cameroun, dans ma ville de Douala en premier. C'est là où il fait le fameux discours du 27 1940 de la France libre et qui donne l'indépendance à mon pays. Nous avons mobilisé toute notre jeunesse de l'époque. Le premier grand regroupement qui va se faire à Fort-Lamy, l'actuel N'Djamena, dirigé par Félix Eboué, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est plus de 17 000 hommes. On a 17 000 hommes d'Afrique centrale seulement. Il n'y avait pas les gars de l'Afrique de l'Ouest dedans. C'est ces 17 000 hommes qui seront rejoints, évidemment, par les gars de l'Afrique de l'Ouest plus tard, qui vont faire les formidables batailles de Birakem, de Koufra, contre quelqu'un comme le général Rommel, qui était désigné comme le renard du désert, et qui vont aller libérer la campagne d'Italie, en France, etc., etc. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle nous a fait la fameuse conférence de Brazzaville, qui n'était qu'une autre manière de mieux nous enfermer dans cette logique qui ne permettait pas aux Africains de pouvoir penser le développement par eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, nous avons un véritable contentieux historique avec la France. La France n'a installé à la tête de nos États que les dirigeants dociles à la défense de leurs intérêts, cette France politique-là. Elle n'a permis l'émergence que des élites qui étaient totalement assujetties. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. La France-Afrique. Verschave, de regretter mémoire, nous a beaucoup édifié là-dessus. Donc, nous sommes là à un nouveau basculement. Et là, François-Xavier Verschave. Voilà, un mot qu'on peut dire sur l'attitude de la Russie. Après la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, parce que la Russie savait la participation de l'Afrique. Je crois que deux pôles qui n'ont pas été reconnus à la juste mesure dans cette période-là pour la libération du monde de cette peste brune, c'est les 27 millions de morts russes minimum et tous ces centaines de milliers d'Africains qui sont partis. Donc, j'insistais là-dessus pour que vous compreniez qu'en réalité, nos États balkanisés, la conférence de Berlin, c'était un véritable bantoustan en réalité, manquant de souveraineté politique et économique, ne pouvaient que produire la misère et la pauvreté que nous connaissons. Or, que font les BRICS? Les BRICS viennent remettre en cause. C'est ce que je vais vous demander. Bien. Parce que c'est ça le sujet. Je pense que c'est très intéressant ça, parce qu'il y a très peu de... On se le disait tout à l'heure, on a quand même très peu de Français ici, en médias, un petit peu pour couvrir une minute vite sur TF1. Oui.
il n'y a pas beaucoup d'analyse en profondeur. Voilà. Et il y a une vraie incompréhension, mais pourquoi ils vont avec les dictateurs, avec Poutine, avec Xi Jinping Bon, l'Inde, c'est pas une dictature, le Brésil ni l'Afrique du Sud non plus. Oui. Bon, ça n'a aucun sens. Mais il n'y a pas cette compréhension de ce que vous venez de nous dire. C'est que vous sentez, dans le cadre des BRICS, qu'il y a une réelle possibilité, enfin, d'avoir une souveraineté pour les États africains. Mais commençons par cette affaire de cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, n'est-ce pas? Avec cette parité fixe, avec l'euro. Dans le cas des BRICS, si la banque des BRICS prend corps là. Nous sommes heureux de savoir que l'Algérie, même comme elle n'est pas encore membre des BRICS, il est déjà membre de la banque des BRICS. Oui. C'est-à-dire quoi? On sort du système SWIFT. C'est-à-dire on peut commercer avec le reste du monde, mais sans l'œil du gendarme américain du système SWIFT, qui est une messagerie financière, comme vous le savez très bien, mais qui dompte et qui renseigne sur les intentions économiques des différents États africains. C'est ça le point faible du continent. Regardez la question énergétique. Alors que nous avons tout pour produire l'énergie en Afrique. Nous avons des fleuves à ne plus en finir, des chutes à ne plus en finir. Nous avons l'uranium, vous savez très bien. Vous vous souvenez de Areva au Niger. Regardez. Oui, c'est vrai que si on regarde les ressources, la République démocratique du Congo devrait être une superpuissance. Le Baradinga à l'extérieur. Pourquoi on n'a pas pu avoir des financements pour pouvoir mettre en place ce type d'outils extrêmement important pour le développement économique de nos pays, tout simplement. Parce que l'FMI et la Banque mondiale et l'ensemble de tous ces instruments bridaient complètement cette volonté-là. Mais en plus, il y avait quand même notre propre responsabilité par le biais de ces dirigeants africains, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont, si je prends le cas de mon pays, le Cameroun, ce sont ceux qui étaient contre même l'idée d'indépendance. Parce que n'oubliez pas que notre dirigeant, Ruben Mouniobé, s'est porté jusqu'à la tribune de l'ONU pour réclamer l'indépendance du Cameroun. Mais c'est ceux qui n'en voulaient pas, qui disaient on n'est pas encore prêt, nous sommes encore des enfants dociles de la France, oui, la France nous va bien, on ne veut pas d'indépendance. C'est à eux qu'on a remis l'indépendance. La conséquence, elle est là. Aucune volonté personnelle, aucune solution endogène, aucune c'est-à-dire ambition authentique des peuples africains à pouvoir eux aussi développer leurs espaces, malgré tous ces scandales en termes de richesse que nous possédons. Donc je crois sincèrement que nous sommes arrivés à une étape aujourd'hui où un nouveau monde s'ouvre. C'est Antonio Gramsci qui disait l'ancien monde s'effondre, de nouveau élan à apparaître. Dans ce Klérowski, sur juste des monstres, c'est par exemple Zelensky, qui valide le génocide de son propre peuple, alors qu'il aurait pu, ou bien de M. Olaf Scholz, qui a accepté que Nord Stream 2 soit saboté, malgré les avantages hors normes que lui offrait, n'est-ce pas, l'approvisionnement en gaz et en pétrole russe, de manière pratiquement pour un franc symbolique. Et toute l'Europe, l'Union européenne aussi, on ne comprend pas l'attitude des dirigeants de l'Union européenne. Peut-être qu'ils sont dans le cas de Young French Leaders ou bien Young European Leaders, n'est-ce pas, formatés depuis les États-Unis. Donc c'est ça la réalité. Et même la coopération entre l'Europe, la France et les pays que la France a dominés, elle aurait été un peu plus constructive et bénéfique de manière partagée entre le peuple français et les peuples africains, parce que, comme on le dit, nous avons quand même une histoire, même si elle est difficile, mais plus ou moins commune. Mais tout ça, les élites françaises aujourd'hui ont sabordé tout cela, au point où les panafricains africains demandent des comptes. Les panafricains africains demandent des comptes, mais surtout poussent de plus en plus les dirigeants africains vers la construction de grands ensembles. De grands ensembles qui puissent être viables, qui puissent être en capacité, enfin, de pouvoir s'exprimer sur la place internationale avec beaucoup plus de poids et avec beaucoup plus de visibilité en termes de projection de ce qu'ils veulent pour notre humanité. Donc, ce qui se passe ici aujourd'hui à Kazan, on l'espère, si nous réussissons à accélérer le processus de dédollarisation, c'est très important. De deux, à ouvrir de nouvelles perspectives pour la Banque des BRICS, pour donner la possibilité, même aux pays non membres des BRICS, de pouvoir quand même pouvoir faire affaire avec cette banque-là. Je crois que pour l'Afrique, ça va être le pain béni. Maintenant, aux Africains aussi, leur responsabilité, elle est là. Ils doivent orienter. À vous d'agir, quoi. Oui, ils doivent d'abord saisir cette opportunité, n'est-ce pas, D'ailleurs, je me permets de dire, tout à l'heure, on va avoir, alors c'est très compliqué parce qu'ils sont très pris, mais on va avoir un interview avec Dilma Rousseff,
Ah, ça c'est... et qui est rare sur les interviews. Et c'est intéressant de savoir comment fonctionne Voilà, cette banque de développement, parce que c'est pas du tout comme le FMI. Voilà, Justement. voilà, C'est un voilà, système voilà. très différent. Très différent, très Qu'il faut différent. expliquer, parce que c'est vrai qu'on Il y a des on a spéculations l'impression que- là-dessus, mais oui. je crois qu'elle est la personne la mieux indiquée On pour nous saura, dire parce comment ça qu'on marche. attend tous la fumée blanche pour savoir qui Pour l'instant, oui, Pour l'instant, c'est... on en a pas. Oui, mais donc voilà. Donc voilà, mais je crois qu'il y a aussi un jeu d'intérêt économique. Et nous sommes, vous l'avez constaté, nous parlons français. Et ce ne sont pas les Français, les locuteurs français, ou bien ceux qui sont de cette culture-là qui sont les mieux lotis ici. La chance de mon pays, le Cameroun, c'est que nous sommes à la fois francophones, on parle français et anglais, même comme je n'aime pas le legs. Nous désignons comme francophone ou bien anglophone, ça a des conséquences chez moi actuellement, vous le savez pertinemment. Oui. L'Afrique doit quand même se positionner de manière résolue dans cette nouvelle aube qui est en train de s'ouvrir, n'est-ce pas, dans les relations internationales, et tout faire pour s'y arriver et créer de nouvelles relations d'amitié, de fraternité, mais aussi de dignité entre les peuples, parce que pour nous, notre ennemi n'est pas le peuple français. Ce sont ces dirigeants français totalement assujettis à plat ventre devant les intérêts anglo-saxons et les lobbies américains qui nous posent problème. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Parce que ça, c'est refaire le même coup que De Gaulle nous a fait avec la fameuse conférence de Brazzaville. Eh bien, sur ces dernières paroles et cet espoir de nouvelles fraternités et de nouvelles partenariats dans le futur entre la France et les pays africains, mais je vais vous laisser œuvrer à ce que vous recherchez ici au BRICS, et je vais appeler votre collègue, je crois, pour qu'il intervienne aussi sur notre média, à moins qu'il soit... Bon, ok. Et puis, n'hésitez pas à revenir, parce qu'on va rester là et on pourra discuter quand on aura un peu d'informations sur la fumée blanche. Parce que... Il suffit de me contacter. Mais ça, on fera je pense, un interview plus long, en profondeur. Oui, oui. Parce que là, on fait un peu la tournée de différents pays. C'est très bien. Et comme ça, on se donne rendez-vous pour la suite. Voilà, on espère bien. Allez, avec grand plaisir. Sur notre média. Merci. Ce sera un grand plaisir. Puis, nous, on aimerait beaucoup découvrir félicitations pour les efforts que vous faites. Ouais, parce que déjà, vraiment, depuis quelques jours que j'ai la chance de voir quelques-unes de vos émissions, merci. Bon, ça fait plaisir pour notre média. Merci. Allez. Merci. Merci. Au plaisir, mon frère. Je vais vous prendre le micro, je crois. Voilà. Oui, voilà. Hop. Sinon, c'est un petit peu... Là, si on mettait les épaulettes, on est... ouais. Là, c'est bon. Est-ce qu'on est bon? We good? Nice? Ok. Bon, désolé, on a eu une petite pause technique. 2 minutes. Parce que je ne sais pas quoi. Parce que, encore une fois, il y a énormément de liaisons en même temps, et donc on fait comme on peut. On reste au Cameroun avec David Eboutou, docteur en histoire des relations internationales de l'Université de Yaoundé. Donc vous êtes également expert des relations internationales. Alors, le groupe camerounais est très bien représenté ici, au point où on se demande s'il n'y a pas une envie du Cameroun de rentrer dans les BRICS, ou est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, ou au moins dans la Banque de développement? Non, disons qu'il y a une société civile et une classe intellectuelle très active en ce qui concerne tous les mouvements de la géopolitique mondiale aujourd'hui. Les mouvements de précurseurs au plan médiatique, par exemple, dans l'idéologie panafricaine qui monte aujourd'hui en Afrique, se recrutent beaucoup plus au Cameroun. Des médias comme Afrique Média sont devenus là aujourd'hui un autre média comme For You Media Africa, sont tous basés... Que vous représentez aussi. Voilà, Oui. dont je suis consultant, sont tous au Cameroun. Et donc, il y a un éveil, disons qu'il y a un éveil au niveau du Cameroun pour la nouvelle génération de la jeunesse de ce côté à contribuer efficacement à la lecture d'un nouveau monde multipolaire qui se dessine. Et c'est fort de cela que des enjeux qui se structurent dans des organisations géopolitiques comme les BRICS aujourd'hui intéressent les Africains. Et nous nous faisons le malin plaisir d'être à ces rendez-vous-là pour essayer d'apporter notre contribution en termes de lecture et d'analyse pour que les uns et les autres comprennent ce qui doit être l'enjeu essentiel pour les Africains aujourd'hui. Alors justement, en parlant ici sur notre plateau avec des représentants de pays d'États africains, ou dans les travées en discutant avec des experts comme vous, le mot panafricanisme revient beaucoup.
Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, disons que le panafricanisme, c'est un peu long, parce qu'il n'y a pas une définition, je dirais, monotone ou unilatérale du panafricanisme. Il faut comprendre le panafricanisme aujourd'hui comme un mouvement, mais également une idéologie qui, à la base, mobilise toutes les formes de solidarité, qu'elles soient économiques, politiques, diplomatiques, sécuritaires, dans l'objectif final de la formation d'un bloc unique africain, ce que Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme, appelait la création des États-Unis d'Afrique. Donc, et Kwame Nkrumah résumait le panafricanisme révolutionnaire en rappelant qu'il n'y aura jamais d'émergence du continent africain, il n'y aura jamais d'existence possible du continent africain en tant qu'entité unique si l'Afrique ne se déploie pas en tant que pôle de puissance, en tant que construction unique dans le sens d'une intégration africaine. Il a résumé cela dans ce qu'on a appelé les États-Unis d'Afrique. Donc, et le panafricanisme qui a été construit ou conçu sur la base des autres panslavisme, panaméricanisme, etc., veut justement fédérer toutes les formes de solidarité pour accélérer le processus intégratoire africain. Donc, et c'est un mouvement aujourd'hui qui vit et qui est vivant dans la mesure où la jeunesse africaine semble s'y reconnaître et semble épouser cette idéologie-là. C'est très populaire dans la jeunesse, vous dites. Très populaire, mais le plus satisfaisant ici, c'est que même les institutions épousent déjà cette démarche panafricaine. Il faut peut-être rappeler qu'en 2013, lors de la célébration du cinquantenaire institutionnel entre de OUA et UA, en 2013, le thème choisi par l'Organisation de l'Unité africaine pour célébrer son cinquantenaire, c'était panafricanisme et renaissance africaine. Comme pour vous dire que le panafricanisme intéresse déjà les institutions africaines et même les institutionnelles. C'est une victoire et il me semble que c'est de bon augure pour la marche vers une unité africaine effective. Est-ce que le panafricanisme peut être un peu comparé à ce qu'avait tenté Muammar Kadhafi, qui l'a payé un petit peu de sa vie, qui a essayé une sorte de... Oui, de lancer une forme d'unité africaine. Il avait même parlé de monnaie africaine. Est-ce que ça rejoint un peu cela Disons que les initiatives portées par Muammar Kadhafi ont contribué à accélérer le processus de mise en place du panafricanisme. Parce que, comme le rappelait Kwame Nkrumah, qui est le père, considéré comme l'un des pères principaux du panafricanisme, il y a 5 grandes approches aujourd'hui à postuler pour aller vers un panafricanisme effectif. Il faut un gouvernement commun, il faut une diplomatie commune, il faut une armée commune, il faut une monnaie commune et il faut un marché commun. Ça, c'est Kwame Nkrumah qui le disait. Et quand on a regardé ce que Kadhafi a apporté pour l'accélération de l'intégration de l'unité africaine, on comprend qu'il épousait quelque part la logique de Kwame Nkrumah. C'est lui qui a rappelé que si nous n'allons pas vers la création ou l'accélération des processus ou la mise en place d'une monnaie unique africaine, on ne s'en sortira pas. Il a mis sur pied la Banque monétaire africaine dont le siège devait avoir lieu à Yaoundé. Quelques institutions qui sont allées dans le sens de donner à l'Afrique, par exemple, un satellite africain pour se libérer, pour s'autonomiser justement de cette emprise des médias occidentaux qui nous arrosent avec la plus mauvaise information à longueur de journée. Et c'est triste de voir que pendant longtemps, on a un peu été formaté par cette information-là venue de l'Occident qui parfois n'épousait pas toujours non seulement la vision de l'Afrique, mais également ce que les autres blocs proposaient. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il faut, dans la démarche du panafricanisme, des leaders courageux. La suite, c'est que vous connaissez ce qui a été réservé à Muammar Kadhafi, assassiné par des médias occidentaux, en tête desquels quelqu'un qui est aujourd'hui très détesté en Afrique, Nicolas Sarkozy, très détesté. Et l'argument qui revient, c'est qu'il a été l'un des acteurs majeurs pour l'assassinat barbare de Muammar Kadhafi. Donc, effectivement, je vous confirme, Muammar Kadhafi a joué un rôle essentiel dans la prise en corps, dans la démarche du panafricanisme pour qu'il prenne corps. Mais on continue malheureusement de remarquer que le panafricanisme n'est pas bien vu
par un ordre occidental, dans la mesure où effectivement les acteurs qui essayent de porter cette voie du panafricanisme sont soit menacés, agressés, des initiatives postulées par le panafricanisme sont empêchées d'éclore, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous pensons que c'est là où se trouve la voie de la libération de l'Afrique. L'Afrique pourra se libérer qu'à partir du panafricanisme. Et c'est pour cela que nous sommes des acteurs du panafricanisme. Alors on le sait assez mal parlant de Muammar Kadhafi, mais il avait été un grand soutien de Nelson Mandela, il avait beaucoup aidé l'ANC, alors que c'est de l'autre côté du continent. Mais dites-moi, quel est le rapport entre le panafricanisme et les BRICS? Parce que les BRICS, les États rentrent en tant qu'État-nation, en tant qu'État à part entière. Pour le continent africain, on a dans les BRICS, on a le Est de South Africa, l'Afrique du Sud, maintenant rejoint par l'Égypte et l'Éthiopie. Donc les États rentrent en tant qu'État, pas en tant que coalition. Quel est le rapport pour vous? Et est-ce que vous espérez que d'autres États africains rentrent dans les BRICS? Nous espérons que plusieurs États africains entrent dans les BRICS parce que, et je réponds à votre question, le monde aujourd'hui, notamment les logiques de construction de puissance, se font à partir des pôles. C'est pour cela qu'on parle d'un monde, de la volonté de construction d'un monde multipolaire. Les BRICS aujourd'hui s'inscrivent dans une logique de redéfinition de la géopolitique mondiale. Les blocs, quand vous voyez le bloc des BRICS aujourd'hui, c'est pour faire concurrence avec des blocs comme le G7, les G20 et d'autres blocs qui ont embrigadé l'Afrique dans des logiques classiques qui n'ont pas beaucoup aidé l'Afrique. Et quand on voit aujourd'hui la démarche des BRICS, on comprend mieux que les BRICS proposent au continent africain une démarche alternative qui peut leur permettre justement de contourner les canaux classiques qui leur ont plutôt maintenu dans une forme de sous-développement, de misère que l'on connaît. Parce qu'il y a plusieurs points au final qui rapprochent les États africains et les États qui font partie des BRICS aujourd'hui. D'abord, quand vous prenez des pays comme la Russie n'a jamais colonisé personne en Afrique. Et ça, c'est un élément important dans le continent africain aujourd'hui pour voir comment traiter avec l'autre. Quand vous regardez la plupart des pays des BRICS aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a 50, 60 ans, c'est des pays qui connaissaient encore un niveau de développement similaire à ce que les États africains connaissent aujourd'hui. Il y a beaucoup de similarités. Oui, vous êtes intéressé par la rapidité de sortie de la pauvreté de 800 millions de personnes en Chine, qui est un record historique jamais atteint. Il y a plusieurs critères qui peuvent renforcer cela. Et le plus important pour moi, c'est aussi au niveau des valeurs, la dimension axiologique. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit BRICS, on voit multiculturalisme inclusif, on voit les valeurs de solidarité, les principes de respect mutuel et d'égalité. Et ça, ce sont des principes auxquels sont fondamentalement attachés les États africains, qui ont toujours pensé que l'Occident est à disqualifier aujourd'hui pour la simple raison qu'ils sont restés ancrés dans les logiques de paternalisme, de néocolonialisme. Ils viennent le bombe torse et ils viennent dicter, c'est le diktat. Ce n'est pas cela qu'on retrouve auprès des BRICS. Et donc, cette convergence au niveau des principes, oui, de respect, de solidarité, ce sont des valeurs qui sont ontologiquement liées au continent africain. Donc, ces convergences axiologiques font que les États africains pensent effectivement que les BRICS sont les meilleurs moyens de se proposer en alternative aux canaux classiques qui leur ont été proposés jusque-là et qui ne lui ont pas permis de faire plusieurs pas. Je crois que, fort de cela, les Africains ont tout intérêt à s'essayer dans les BRICS aujourd'hui pour essayer un autre son de cloche en dehors de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui et qui ne nous a pas fait beaucoup de bien. Bien, Monsieur David Eboutou, merci. C'est moi. Je crois que vous avez une charmante personne qui va venir à votre place. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Peut-être qu'on pourrait avoir une discussion plus approfondie avec notre média, peut-être en distanciel plus tard, pour aborder toutes ces questions qui sont trop mal connues en France et je pense peuvent éclairer nos citoyens sur ce monde qui change et que vous avez décrit et aussi dans d'autres relations à construire avec les États et les citoyens d'Afrique. Je reste disposé et j'espère qu'on s'est échangé de numéros et puis sans certainement problème, avec nous plaisir. poursuivrons les échanges. Et merci beaucoup, C'était un plaisir. C'est moi. Et je vais vous enlever cette chose qui clignote. Voilà. Hop. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Elle fait quoi sinon? Grande nouvelle, on peut annoncer aux gens Я сейчас тебе еще qu'on сниму a здесь, dépassé les и 40 можно 000 будет, abonnés. наверное, прям в общий чат кидать, пусть сами все Elle fait quoi пойдут. sinon? Elle fait quoi sinon? En fait, elle va te montrer son chat. Здравствуйте. Здравствуйте. Or in English? French? Français? Давайте по-русски или По-русски? по-персидски? Не знаю этот язык, к сожалению. Ну вот. Но спасибо, что Всегда вы есть к пришли чему к стремиться. нашей СМИ. Bon les amis, on va devoir faire maintenant en russe. Donc vous avez le petit lien pour avoir les sous-titres. Et j'ai une belle annonce à vous faire en même temps, avec le charme de cette personne, c'est que nous avons atteint les 40 000 abonnés là maintenant. Donc une très très grosse progression. Merci à vous. N'oubliez pas de continuer à liker, commenter, partager et à parler de nous. Voilà, il n'y a pas grand monde, aucun média français couvre sérieusement ce moment international. Et là, nous sommes avec Zahra Исмухатова. Зохра Ишмухаметова. Зохра Ишмухаметова. Значит, переходим на русский. Да. Вы хотите нам что-то показать. Мы видим, вы гуляете по весь этот замечательный суммит БРИКСа. Все вас видят издалека. А почему? Что вы делаете? Что вы показываете? Вы знаете, я просто надела платок. Платок. Необычный, да. У все вас есть подходят. платок. Le платок, c'est le petit foulard, enfin le grand foulard traditionnel qu'on met ici, entre autres au Tatarstan. Значит, Да. этот платок, Платок это необычный платок. Это платок российского дизайнера, который, собственно, посвящен году председательства России в БРИКС. Я его специально приобрела по случаю и года председательства, и по случаю саммита, ну, чтобы надеть его здесь и работать в нем, поскольку я журналист. eh bien, cette journaliste nous montre que ce foulard qui est fait par un designer russe et qui a quelque chose à voir avec le sommet des BRICS, et c'est pour ça qu'elle le montre partout en démonstration. Alors, можете нам показать более вот этот, Детально, детали, конечно, les да. détails de ce Да, вы en должны quoi il est увидеть- particulier. Да, вы должны увидеть эту красоту. Я Да, даже, наверное, да, встану, да, если встанете, вы да, разрешите. конечно. Да, конечно. На платке изображены 10 красивых девушек, Сидим немножко. девушек, которые представляют 10 стран БРИКС. Donc c'est fait, donc c'est écrit BRICS évidemment, et ça représente, on voit 10 jeunes filles habillées dans des costumes traditionnels et qui représentent les pays des BRICS. Значит, 10 девушек, которые есть свои собственные национальные Да, да, одежды. девушки, как вы видите, в национальных нарядах. Вот мы по центру видим русскую красавицу. Donc on a la russe, tout à fait classique. Да, рядом представительница Индии, дальше Китай, ну и L'Inde, остальные la Chine. девушки. Да. Et ainsi de suite. Ну и, собственно, идея платка в том, что страны, вот эти девушки, как представительницы стран БРИКС, символизируют дружбу, единство, дружбу культур, многообразие этого мира. Et cela représente l'amitié, la culture, l'échange, la solidarité entre ces différents pays qui sont réunis dans les BRICS. Да, вот вы можете детально рассмотреть и остальных А девушек тоже. Есть только один такой? Или У можно меня купить? один, У вас, но вы конечно. можете, конечно, купить. А где? Ну, в интернете поискать, посмотреть, купить. Здесь не продается. Это эксклюзив, Это который эксклюзив. я привезла специально на саммит. Bon, pour le moment, c'est un foulard exclusif. Il n'a pas été encore... on ne peut pas le vendre, l'acheter ici, mais pour ceux que ça intéresserait, on peut le trouver sur Internet en cherchant le créateur. А как зовут дизайнер? Дизайнера зовут Нина Ручкина. Нина Это Ручкина. не реклама, нет. Да, ну, это просто моя чтобы- инициатива, да. Nina Ручкина. Et en plus, ce n'est pas une réclame, c'est votre initiative. Ah oui, вы журналистка, да? Я журналист, да, Да. На из какой- МИА «Россия сегодня». Россия сегодня. Да, спутник вещания на Иран и Афганистан. Окей. Ну, спасибо. И вам Вам спасибо. большое. Да, И спасибо. ну, удачи с этим платком. Спасибо вам. О, Контакты мне нужны ваши. Мне прислали. the big boss.
Всё, хорошо? сильно, не облокачивайся, вот так вот. А, Прям вот сильно. и что не видно? Да, туда. Вот Хорошо. чуть-чуть. Окей, окей, хорошо. Все. Eh bien, on continue le compte-rendu de ce salon. Et là, comme vous pouvez voir, on a une star que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent, Pepe Escobar. Merci. Je crois que tu parles aussi en français. Je vis à Paris. C'est une longue histoire, mais ouais, yeah. Tu vis à Paris ou à Moscou ou, Paris, au Moscou, Brésil Bangkok et Hong Kong. Tu es nomade, Total. total nomade, Ça fait 40 ans. citoyen du monde. Complètement. Ça fait 40 ans, je voyage tout le temps. Bon. Je pourrais être actionnaire de Qatar Airways. Ils n'ont pas proposé Pardon? Ils n'ont pas proposé que tu sois actionnaire? Pas encore, j'attends. C'est pas sympa ça. Bon, pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas Pepe Escobar, tu es journaliste. Tu es Oui, journaliste, grand reporter, Grand analyste reporter. politique et auteur, en gros. et auteur. J'allais faire tout ça. Et donc tu as couvert des conflits. Tout. Ah, tous. Tout. En tout cas, tu es très très connu pour ce que tu avais fait en Irak en En particulier. Irak, 2003, 2003. même avant. Oui, même J'étais avant. là en 2002, une dernière étranger qui était en Irak sous Saddam, justement. Et choc énorme, 2003. Après, j'ai retourné plusieurs fois. C'était dur. Oui, bien sûr. Et j'ai une appréciation spirituelle et culturelle pour les Irakiens aussi. Alors c'était très dur de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec un de credo, comme on dit en français, un berceau de la civilisation. Berceau, oui, C'était credo, très oui. difficile. Oui, on se souvient que les sites historiques, archéologiques ont été bombardés, mais justement, pillés. l'histoire du musée archéologique de Bagdad, je suis allé les matins même. On a reçu Quand un l'armée message. américaine est rentrée. Hein. Oui, Ouais. on est arrivé et ils avaient déjà fait les pillages. J'ai parlé avec un des responsables culturels, il a dit mais on a caché quelques-unes des œuvres principales dans les souterrains, ils n'ont pas trouvé, mais les restes, ils ont pillé tout. Et tout a été retrouvé pendant des années sur des années marchés discrets. de marchés et collections privées un peu partout en Europe et aux États-Unis. Horrible. La même chose en Afghanistan. La même chose, il y a des Bouddhas de Gandhara, Oui. comme on trouve par exemple au musée Guimet à Paris, qui ont fait surface même. On a connu un collectionneur, disons, au Baloutchistan, au sud du Pakistan. Il nous a montré tout ce qui a été volé à Kaboul. C'est hallucinant. Hallucinant. Très triste. Parce que ces guerres éternes de l'Empire, elles sont des guerres culturelles aussi. Oui. Guerres anti-culture, anti-civilisation et d'érosion de la mémoire culturelle. C'est intéressant que tu abordes ça de cette manière car c'est assez peu su en Occident. C'est vrai. Et quand les gens l'apprennent, ils sont souvent choqués en parlant Ils des sont Français parce sou- qu'eux-mêmes ne payent rien du tout et ils sont souvent désolés Ils sont d'apprendre choqués et désolés. qu'ils se sont justement. retrouvés dans leur pays, s'est retrouvé dans des situations qui ont servi surtout les intérêts privés et des pillages qui produisent en retour un ressentiment fort des Énorme. populations dans beaucoup de Énorme. pays. Et les populations qui sont informées de ces pillages culturels, bien sûr, ça c'est irréparable. C'est irréparable. C'est comme, d'un point de vue des Grecs, ils sont toujours en train d'essayer de récupérer les frises du Parthénon qui étaient volées justement par les Britanniques. Je crois que je l'ai vu au National Gallery à Londres, non? Au Il y a un British morceau. Museum. British Museum. Au British Museum. Oui, le National Gallery, c'est Washington. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et par exemple, le portal de Ishtar qui est à Berlin, jamais sera retourné en Irak. Il vient de la Syrie, Syrie au nord de l'Irak. C'est absolument terrible. Et excusez-moi, la collection du musée Guimet,
Ça, c'est un, Moi non plus, je ne suis pas ça, actionnaire. hein. ça, c'est un pillage waouh, transcontinental, au sud-est de l'Asie surtout. Hein. J'ai rencontré quelqu'un qui avait connu André Malraux à l'époque, quand André Malraux a embarqué des statues encore à Paris. Ça, c'est extrêmement grave. Non? Bon, ok. Alors, Pepe Escobar, tu es originellement brésilien, comme Je notre suis ami né au Brésil. Pedro Guanaes, qui là-bas, il circule partout là. Tu es originalement du Brésil, donc tu as dit tu es devenu citoyen du monde, tu vis Oui. dans différents pays, tu bouges Oui. beaucoup. Ce qui fait de toi, tu as couvert énormément de conflits. Avant les conflits, pendant, après. Avant, pendant, après, et Euh, des situations qui peuvent arriver à des conflits aussi. Et aussi, culturellement, c'était une expérience pendant 4 décennies au moins, et surtout 3 décennies en Asie. Je me suis transféré de l'Occident en Asie il y a 30 ans. D'accord. Et alors j'ai appris l'Asie sur place, en me déplaçant, en travaillant bien sûr, basé à Singapour, Bangkok, Hong Kong, beaucoup de voyages en Chine, au Japon, en Inde, après l'Asie centrale et après l'ouest de l'Asie. Et c'est la seule façon d'apprendre. Mais c'est ça qui est Y intéressant. aller. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, ça, c'est quelque chose que je défends toujours. Les jeunes, si vous écoutez, la vie, c'est fait d'expérience. N'hésitez pas. Montez dans le train, exactement. dans l'avion, dans le Surtout bateau. n'existe pas. Ouais, Ouais. essaye. Exact. Essaye. Voilà, Oui, rencontre oui. les gens. Oui. Tu verras, ça t'emmènera quelque part. Et c'est fascinant parce que maintenant, les Chinois ont ce concept d'échange de personne à personne. C'est quelque chose que Xi Jinping, par exemple, il parle de ça tout le temps. Et c'est l'esprit de la route de la soie. Parce que la route de la soie, c'était une conjonction de routes et elles étaient des routes culturelles aussi. Et les personnes se parlaient, par exemple. Un Persan parlait avec un Chinois du Nord, par exemple. Il trouvait une façon de faire du business, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait de toi un expert. Non, non, mais pas je veux expert. dire concret, de la Je géopolitique. suis un Non, étudiant. tu sais pourquoi je dis ça? J'ai l'esprit d'un étudiant. C'est l'esprit d'un étudiant, mais Ouais. ce qui est intéressant quand on t'écoute, quand tu fais les comptes rendus sur ce qui se passe, quand on te lit, c'est que tu fais partie de ces rares personnes, il y en a d'autres, mais qui, souvent on a des analystes géopolitiques qui disent des choses intéressantes, mais ils sont français ou anglais ou Oui. russes ou chinois. Et donc ils ont un angle, Et ils l'angle parlent, est mais très- toi tu as une vision, oui. tu noues dans tes... Tu as une vision globale de ce qui se passe. Oui, j'adore faire les croisements des formes de pensée, des expressions culturelles, des points de vue croisés historiques et tout ça. Peut-être j'ai déjà développé ça quand j'étais teenager, adolescent, et je m'intéressais déjà à l'Empire égyptien, à l'Empire romain, à l'Empire perse. Et quand j'ai démarré à étudier un peu de la Mongolie à l'époque de Gengis Khan, ça c'est ça. J'ai besoin d'y aller, de voir, justement. Alors, cet amour de l'Asie a démarré très tôt déjà. Alors, ce qui nous amène au sommet des BRICS, où Oui. tu es. D'ailleurs, je dois dire, nous on le sait, mais quand tu es arrivé hier, on a cru que Poutine était arrivé ou Xi Jinping, parce que les journalistes ont tous sauté sur toi. Et, non, c'est Pepe Escobar, mais c'est quand même beaucoup de monde. Mais ici, on est un peu dans une cage ici. Hein. C'est un peu compliqué pour nous de travailler ici. C'est ce qu'on a expliqué. On comprend que les mesures de sécurité les stressent beaucoup. On comprend pourquoi. Mais on est un peu enfermé, tous les pour journalistes nous, dans un coin. On est complètement enfermé ici. Mais en fait, on peut sortir à Kazan et puis aller attraper les diplomates dans les rues. C'est beaucoup plus. Justement, mais bon, on faut peut aller aller au Kremlin faut aller à et la on va pêche. trouver tous les diplomates au Kremlin. Faut aller à la pêche. Mais néanmoins, ce que j'aimerais, c'est avoir ta vision de ce sommet des BRICS. Qu'est-ce qui signifie? Tiens, en ce moment, on a Poutine qui parle, qui dit quelque chose. Ça, c'est à la fin de la première réunion ce matin. Parce que ce matin, les derniers sont arrivés. Les Vietnamiens, il y a Aliyev d'Azerbaïdjan. Oui. Ah, ça y est, on a la grande table ronde. C'est la grande table de Sud global, disons. On a la grande table ronde du Sud global. Oui. Peut-être tu peux tourner. Можешь поворачивать чуть-чуть камера туда, чтобы показать, pour montrer qu'est-ce qui se passe. Parce que pour le moment, on a des petites
parenthèses comme ça. Des petites parenthèses, justement. Ouais. Parce qu'ils attendent, j'ai l'impression qu'ils veulent nous faire des grandes annonces, je ne sais pas quand. Je dirais demain. Demain, Aujourd'hui, ouais, je ne ouais. crois pas. Parce qu'ils sont en train encore d'étudier, de trouver un consensus pour les dossiers principaux. Mais Pourtant, demain- ceux qui nous ont... Hier, on avait interviewé un expert un des organisateurs. vous avez un des Africain organisateurs. qui vit à Kazan. Mais organisateur des Ross Congress. Organisateur des BRICS qui un des travaille avec les organisateurs de diplomates BRICS. depuis Ok. plusieurs semaines. Ok, Et il nous ok. a dit, il nous a révélé, c'était très intéressant, que pendant le mois dernier, les diplomates des 9 pays se sont mis d'accord déjà sur 1300 points. C'est énorme. Oui, énorme nouvelle qu'il nous a fait là à ta place. Énorme. 1300 Oui. points. Et que là, ils ont encore, sûrement les décisions les plus importantes à fixer. Comme par exemple l'entrée de nouveaux membres des BRICS. Bon, on verra tout ça. Ça va être l'année prochaine. Pas cette année. Lavrov avait dit que cette année, non. Cette année, c'est l'accommodation des membres. Et résoudre l'histoire de l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite a besoin de dire oui ou non. Oui. On espère oui. Et puis la plateforme aussi, de paiement, là, c'est compliqué ça aussi. Très compliqué. C'est le gros sujet, j'ai l'impression. Oui. Yeah. On ne sait toujours pas. D'ailleurs, tout à l'heure, on va voir une de tes compatriotes, Dilma Rousseff. Normalement, on fait l'interview. Ah oui. Bon, c'est elle est la plus informée, je pense, puisqu'elle est quand même la présidente de la Banque de développement des Bien BRICS sûr. à Pékin, à Beijing. Donc, elle doit connaître. Là, parce que tous ceux à qui on a demandé. On se connaît. Oui. ne savent pas. Vous parlez avec Dilma à quelle heure? Ah ben ça, on attend l'ordre et on y va. Parce que vous attendez bon, l'ordre. là Ok. pour le moment elle est là-bas, donc je pense Oui. avant 2 ou 3 heures il n'y aura pas, mais Oui. on peut t'emmener si tu veux avec nous parce qu'on sera avec un média. J'aimerais y aller pour on sera avec un donner média brésilien. Les Un donner salut. un bonjour, Ah, bien sûr. bien sûr, on t'emmène. Oui, bien sûr. Oui, On va t'emmener voir. Sympa. Alors j'aimerais avoir ton avis comme ça, d'homme international qui connaît beaucoup des pays représentés par des diplomates, des journalistes, des experts ici présents. Qu'est-ce que représentent les BRICS? Qu'est-ce que c'est les BRICS? C'est pas exactement un club. C'est un forum de discussion qui maintenant devient l'organisation multilatérale plus importante du monde parce qu'ils ont déjà des propositions concrètes. C'est ce qu'on espère justement de ces sommets à Kazan. Et le focus de pratiquement tous les Sud global maintenant, c'est les BRICS, comme organisation multilatérale capable de, créer l'embryon d'un monde plus juste, plus équitable, un nouveau système international, financier, économique, financier, tout ça. Et tout ça à partir pratiquement de... Ils ont besoin de créer tout ça à partir pratiquement de zéro. C'est un boulot absolument hallucinant. J'ai beaucoup parlé à Moscou avec des gens du BRICS Business Council, du conseil de business, et des gens de working groups, de groupes de travail, et les gens de technologie de financement aussi. Et ils disent, c'est hallucinant, c'est un travail. Mais le seul qui pouvait le faire maintenant, dans ces conditions très complexes de guerre, justement, guerre en Ukraine, guerre en Ouest de l'Asie, sont les Russes. Ils ont les Si je peux me savoirs. permettre, je te le réoriente un peu vers toi, car il part dans le cosmos. No problem. Voilà. Ils ont les savoir-faire techniques, ils ont les savoir-faire diplomatiques, ils ont de très bonnes connexions sub-globales, ils sont respectés comme techniciens et comme diplomates et comme analystes. Ils ont un soft power qui les gens en Occident, bien sûr les classes dominantes en Occident n'arrivent pas à comprendre, mais c'est une méritocratie et un royaume de compétences aussi. Les gens qui font partie du comité d'organisation de BRICS cette année en Russie, c'est méritocratique, sinon tu n'arrives pas. Parce que la quantité de dossiers extrêmement compliqués et les formes de résoudre tout ça sont très complexes. Et les gens que j'ai rencontrés au moins personnellement à Moscou sont de très très haut niveau, très très haut niveau. Oui, mais là tu es très emphatique
envers la Russie et ses représentants. Est-ce que ça ne fait pas de toi un agent du Kremlin, ça? Oui, justement, ma réputation. En France, je ne sais pas, parce que comme je n'écris pas en français, je ne suis pas lu en France. J'ai beaucoup de gens en France qui me lisent en anglais, justement. Oui, écoute, ou te regardent. Sur Telegram ou tous mes podcasts américains. Bien sûr, il y a beaucoup de gens en Europe qui anglais est la deuxième ou troisième langue, bien sûr. Mais j'ai la réputation d'être un poutiniste total. Je m'en fous. Parce qu'avant, j'avais la réputation d'être pro-Xi Jinping, Oui. pro-China. Avant ça, j'étais maoïste. Avant ça, j'étais pro-Taliban et pro-Al-Qaïda. Alors, ça change. Tous les années, je suis pro quelque chose. Et je m'en fous. À mon âge, comment? Mais C'est ridicule. Et être affecté par l'opinion d'autres, c'est ridicule. Toi qui, en tant que journaliste pendant plus de 40 ans, spécialiste des médias, c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe en Occident, du côté Oui. des médias, parce que si on prend la France par exemple, Oui, là, il semble s'être réveillé avant-hier, de se rendre compte qu'il y avait ce sommet des BRICS. exactement. Les premières analyses qui sortent, je crois qu'ils ont été totalement choqués Complètement par choqué. l'annonce de Oui. Xi Jinping et Narendra Modi Oui. de l'accord de paix Ah, sur mais la ils ont, frontière. non, ils étaient. Ça tombait du ciel, Et littéralement. en plus, pour eux. ils savent que ça s'est Ouais, fait sous exactement. l'égide de la Russie. Mais là, ce qui est dit au public, c'est Poutine a organisé une sorte de soirée pour que Pour démontrer qu'il n'est pas tout isolé. seul. Mais c'est pas ça en fait. Non, mais c'est plus grave. C'est la conséquence, ça. Ça montre que la média mainstream européenne en général. Je lis beaucoup la presse. Je lisais. J'ai plus la patience. Je lisais beaucoup la presse anglaise, française et italienne, surtout. Bon, j'ai abandonné, je ne peux plus. Mais ce matin, j'ai regardé un peu les titres. Et tous les titres, c'était Poutine. C'était Poutine, 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 Poutine. Ni même la mention BRICS. C'est un sommet qui ça fait 1 an d'organisation un peu partout. On parle de sommet de BRICS partout dans les sud global, mais dans la presse américaine et européenne, c'est Poutine, 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 Poutine. Ah, il n'est pas isolé. Et pourquoi tous ces gens qui arrivent en Russie? Ah, il a organisé ça à la dernière minute. C'est une blague, c'est une mauvaise blague, c'est une Oui, blague c'est terrible parce enfantine. que nous on suit ça en détail. Oui, Moi, spécialement en tant que géopoliticien, oui. c'est 1 an de préparation, C'est 1 an de préparation, 200 mais- réunions dans le monde entier. Plus de 200 Oui, plus de 200, réunions, oui, bon. justement. Et à tous les niveaux, comme tu dis. Mais les niveaux de médias mainstream dans l'Occident collectif, enfin, un peu partout, et ça inclut l'Amérique du Sud aussi. C'est bon, il y a- pathétique. C'est je vais pathétique. je vais vous dire un secret, il y a Oui. un journaliste français, Oui, on ne dira pas son nom ni son média, ok, qui était plus ou moins d'accord avec ce qu'on dit et avec ce que tu dis, ok. et qui a dit oui mais bon, nous on doit faire des articles et il faut qu'on clique dessus. Donc on a le terme en français putaclic pour le clic, Pute à clic. sauf que là il a Parfait. dit c'est Poutine à clic Poutine à clic. Poutine à clic. et il faut qu'on mette dans les titres Poutine, guerre, Ouais, dictature. ah, mais il faut Et mettre comme, Poutine tout. comme ça, comme Tout, hop, exactement. Scrabble. Yeah, yeah. Parce Yeah, yeah. que ce qu'on entend aussi, c'est que la Russie n'est pas une démocratie, la Chine n'est pas une démocratie. Ce sont des autocrates, La- la congrégation des autocrates. Je crois que l'Inde c'est une démocratie, mais c'est pas une bonne démocratie parce qu'ils ont C'est mal pas une voté. bonne démocratie, oui, oui. Le Brésil c'est quand même une démocratie. Parce qu'il est super autoritaire. Au Brésil, oui, parce que les Américains et les Européens ont validé l'élection de Lula. Mais Lula n'est pas là. Et la vraie raison qu'il n'est pas là, c'est une autre chose. La vraie raison, c'est la puissance du lobby anti-BRICS au Brésil, C'est intéressant ça, parce qu'il très très haut dans les niveaux officiellement du gouvernement. il est tombé, il s'est fait mal. Nonsense. Complètement stupide. Ça, c'est l'excuse officielle dernière minute. Non. Avant, ils avaient déjà intention de ne pas venir ici. Parce que la priorité pour le Brésil cette année, c'est les G20. Ce n'est pas les BRICS. Les G20, c'est en novembre à Rio. Et la pression des Américains et de l'Union européenne, la Commission européenne, c'est on veut un G20 occidental au Brésil pour les Occidentaux et contrôlé par les Occidentaux. Tous ces autocrates de BRICS, tout ça, non, ça ne nous intéresse pas. Est-ce Et qu'on a- bien sûr, les gouvernements de Lula, et ça, pour moi, c'est très
dur de l'admettre. J'ai toujours admiré Lula profondément, mais ce n'est pas le Lula qu'on connaissait avant. C'est un autre Lula et un Lula sous l'emprise des Américains, mais direct. Peu de gens savent ça, à part du Brésil, qu'avant avant le Lula 3, hein, parce qu'il y a eu 2 mandats, Jake Sullivan, l'accesseur de National Security, sécurité nationale américaine, est arrivé à Brasilia avec une liste. Et Jake Sullivan a montré la liste à Lula, alors il faut suivre tout ça. Il est venu récemment aussi en Chine pour demander à Xi Jinping de suivre la liste. Je crois que Xi Jinping lui a dit. Xi Jinping n'est même pas regardé en face. Non, Mais comment ça se fait que le Brésil, qui est pourtant un très grand pays, une grande puissance en fait, en tout cas potentiel, et qui est adossé aux BRICS, ils n'ont pas de oui, souveraineté. mais ils sont adossés aux BRICS, ils pourraient... Oui, mais ils n'ont pas de vraie souveraineté, surtout avec ce gouvernement Lula 3. C'est triste, c'est extrêmement triste, mais j'ai de très bons contacts dissidents justement au Brésil encore, même si je suis, ça fait des décennies que je suis ailleurs, mais ils m'ont raconté la vraie histoire de tout ce qui se passe maintenant à Brésil et c'est affreux, c'est vraiment affreux. Et surtout les détails de ces blocs, de ces lobbies très puissants anti-BRICS. Non seulement 5e colonne aux élites comprador vieux style, mais dans des ministères brésiliens. C'est très très grave ça. Et ça explique pourquoi Lula n'est pas là. Et bien sûr, il a l'optique. Une photo Lula-Poutine ou une photo Lula-Poutine-Maduro ensemble, du point de vue des Américains et des Européens, c'est anathème. Hors de question. Hors de question. Parce est-ce qu'on peut voir là-dedans ce que tu décris, l'application de la doctrine Monroe, c'est-à-dire Completely. Parce que pour les Américains, la doctrine Monroe, la seule chose qui intéresse aux élites américaines du point de vue de l'Amérique du Sud, latine et surtout Amérique du Sud, parce que le Brésil est le plus puissant de l'Amérique du Sud, c'est l'application de la doctrine Monroe en déclination, hein, en divers niveaux. Mais en gros, c'est ça. Par exemple, l'Argentine, c'est parfait, voilà, parce que l'Argentine a tombé pour les Américains comme ça, pratiquement de néant, avec un minimum d'investissement. Et maintenant, ils ont une super 5e colonne au Pacifique Sud et en Atlantique Sud, côté du Brésil. Ça veut dire diviser pour régner Argentine-Brésil, diviser pour régner BRICS, diviser pour régner Argentine qui influence l'Argentine sur le milieu conservateur brésilien aussi. C'est parfait. C'est parfait pour eux. Oui, mais est-ce qu'on peut être surpris? Parce qu'il y a une hégémonie, je ne vais même pas dire occidentale, plutôt américaine depuis longtemps, depuis 1991. Non, on n'est pas surpris. C'est normal qu'il y ait une riposte. Non, on n'est pas surpris du tout. Et on voit comment la puissance de ces élites comprador en Amérique du Sud, c'est absolument démesuré. Ils peuvent tomber un pays en question de semaines, s'ils veulent. Et la même chose, par exemple, les think tanks américains, c'était cette année, c'était au début de cette année, ils ont qualifié et ils ont décrit ce qu'ils appellent des swing states. Mais ce n'est pas les swing states appliqués aux élections américaines. Ce sont les swing states qu'ils veulent revirer pour le bénéfice de l'Occident. Et le Brésil est au top. C'est Brésil, Inde et Afrique du Sud, 3 membres de BRICS, Turquie, Indonésie et Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, MBS, il regarde autour, tout le temps. Il a peur d'un coup d'État. Il est assis sur comme un baril de poudre. Oui, un baril de poudre, mais waouh! Ça explique aussi, je crois que c'est l'explication plus rationnelle pourquoi MBS n'est pas là. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Il a peur de laisser la Riyad et on a un coup d'État en son absence. C'est très plausible. C'est, disons, c'est spéculatif, mais c'est ancré dans la réalité de l'Arabie Saoudite maintenant. Et c'est un swing state. Pour les Américains, c'est l'Arabie Saoudite. Pendant qu'Azan dit, OK, on est le 10e membre de BRICS full-time, il y aura des répercussions, sans aucun doute.
Et il y a un problème de fonds, follow the money, non? Yeah. Tout l'argent d'Arabie Saoudite, c'est entre New York et Londres. Comment ils vont faire? Les Américains peuvent faire la même chose qu'ils ont fait avec les fonds russes Avec en beaucoup Europe. plus de dégâts. Exact, avec beaucoup plus de dégâts, justement. Yeah. Mais justement, parce que là, on discutait avec beaucoup en particulier de pays africains, Oui, petits pays africains. oui. Enfin, yeah. petits au sens de puissance, pas petits culturellement, mais ni même en taille parfois, mais petits en termes de puissance géopolitique. Et on sait ce qui s'est passé avec le mouvement, bon c'est l'histoire maintenant, mais le mouvement des non-alignés, Le la non-aligné- tricontinentale. La tricontinentale. Ben Barka, Oui. La tricontinentale est lancée par Che Guevara et Ben Barka. Voilà. Ben Barka est kidnappé à Paris, il est rendu au roi du Maroc et puis il disparaît dans la soude. Oui. yeah. Bon, Che Guevara, il Et Che, 67, voilà, voilà. éliminé. Mais après surtout, ils sont allés, alors peut-être les États-Unis étaient plus puissants et les autres plus faibles à l'époque, mais ils sont allés État par Ils État. étaient hyper puissants à l'époque et le Sud global était pas très bien organisé politiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque selon toi justement, si déjà il y a des offensives sur des gros pays puissants quand même, parce que le Brésil, c'est pas un petit pays, mais des petits pays africains qui veulent rentrer dans les BRICS, Justement. Oui, là oui. c'est, Oui. ça a déjà été Ah. fait beaucoup de fois. Mais au moins en Afrique, il y a déjà la pénétration économique chinoise. Ça crée des liens plus proches. Et le soft power russe en Afrique, ça monte exponentiellement maintenant. Ça, disons, c'est déjà un contrepoids. Et qu'est-ce que les Américains ont en Afrique à parler Africom? Rien. Absolument rien. Alors, au moins, en Afrique. Et en Afrique, on sent un peu partout. Les prochains mois, je vais en Afrique du Sud. Je suis très curieux de parler avec les Sud-Africains parce qu'ils ont une perspective continentale de l'Afrique très intéressant. Il y a un mouvement de finalement une vraie décolonisation. Ça démarre justement par ex-sphère d'influence française qui est en train de... Et l'Alliance des pays du Sahel, c'est un phénomène extraordinaire. Bon, une dernière question, puis après je vais te Oui. laisser tranquille parce que je vois qu'il y a des... Bon, vous ne voyez pas, mais il y a des gens qui viennent. Les gens qui viennent. Il est libéré, libérez-le. Vous l'accaparez trop là, c'est pas bien. Yeah. Euh, C'est très drôle ça. là. Est-ce que cet affrontement que tu décris, géopolitique globale, est-ce que tu penses que malgré tout, on va quand même, malgré la résistance évidente des États-Unis qui ne veulent pas perdre leur hégémonie, est-ce qu'on va aller quand même vers un monde multipolaire? Est-ce que c'est l'avenir ou tu penses que C'est on peut l'avenir, quand même mais avoir, ça va être très difficile. Ça va être hyper difficile. Ça va être difficile, les processus d'organisation justement de ce monde multipolaire, régler les contradictions internes des membres de BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais ça, c'est déjà un processus qui a déjà démarré, très important. Et les pressions des Américains. Ça va être quelque chose. Ça va être guerre hybride et tentative de révolution colorée un peu partout. donc tu penses qu'il y Mais aura un peu encore partout. plus de coups d'État, de mini-conflits ou de gros conflits? Sans aucun doute. Et en plus, plus grave encore, ces guerres irrésolues qui vont continuer à être des guerres irrésolues. Ukraine, l'OTAN va revenir, hein. Même avec cette humiliation cosmique en Novorossia, ils vont retourner plus tard. Il y a déjà des plans pour... L'OTAN va se réarmer pour une guerre contre la Russie 2027, 2029, 2030, tout ça. Tout est déjà à peu près planifié. Ils veulent instrumentaliser les Scandinaves, les Baltiques et surtout Londres, Varsovie, les Scandinaves et les Baltiques. Ça va être la nouvelle OTAN. Et la Turquie a regardé tout ça et dit « Ok, excellent, c'est parfait. C'est l'excuse parfaite pour nous de migrer BRICS. vers l'Eurasie. Oui, parce que si l'OTAN bascule, pardon, si la Turquie Non, bascule chez oui, les BRICS, c'est la Turquie, c'est colossal. Hein. Oui, mais c'est très compliqué parce que je vais souvent à Istanbul. C'est très important d'aller à Istanbul, parler avec les gens bien informés. Ils disent, écoute, j'ai appris ça l'année dernière et je ne savais pas. C'était une information, pour moi c'était un choc.
90% des élites turques sont atlanticistes, sont pro-OTAN. Pas seulement pro-Union européenne, entre-Union, pro-OTAN. Alors pour un gouvernement Erdogan ou même un autre, c'est très difficile de renverser tout ça. Et l'influence américaine est gigantesque, un peu partout en Turquie. Et bien sûr, la guerre au ouest de l'Asie, il n'y a pas de solution possible. Ils vont avoir un meeting spécial sur la Palestine. Je suis très curieux à voir s'il y a une déclaration après cette Parce que union Mahmoud Abbas est spéciale. quand même venu. Donc, Mahmoud Abbas, il est là, justement. et on va avoir Guterres, le secrétaire général de l'ONU, Il est là. qui est banni Oui. en Israël. Qui est banni en Israël, justement. Mais qui viennent ici, c'est assez incroyable. Hein. Non, c'est un signal. C'est un signal très important. Très, très Ça doit important. rendre fou les États-Unis, je pense. Ah non, mais bon, comme ils n'ont pas de... Pour l'instant, personne ne sait qui est aux commandes aux États-Unis. C'est vraiment une... C'est Joe Biden. C'est un bateau ivre C'est Joe Biden. rambaudien sans la beauté des Rimbaud. C'est vraiment un bateau ivre. Mais qui est? Personne ne le sait. Et on est à 2 semaines quelques l'élection. C'est le casino absolu, c'est la polarisation totale. Et bien sûr, la probabilité est que c'est ce qu'on appelle le combo Biden. Ça veut dire les gens derrière Biden. Pas seulement Jake Sullivan, Blinken, tout ça. Ça sont les faces pour les médias. Les gens derrière, les financeurs de partis démocrates, ils sont désespérés. Ils savent qu'ils vont perdre l'élection. Et après... Tu penses que c'est Trump qui gagne? Non, c'est pas que je pense ça. Je crois que les 2 possibilités sont absolument affreuses. C'est ce que dit Jeffrey Sachs tout le temps. C'est ce qu'il dit Jeffrey. Et Jeffrey a raison parce qu'il connaît tous ces personnages personnellement, en fait, tous. Oui. Et Jeffrey sait bien parce que maintenant, Jeffrey, il a un rôle très important parce qu'il est un insider qui décrit le système comme un outsider. C'est He's doing très a important. fantastic job. Fantastic job. Et en justement. prenant Oui, des oui. risques pour lui. Il prend beaucoup sociaux, il prend beaucoup de risques. D'ailleurs, Mais à la fin pas à la fin de sa vie, mais après tout ce qu'il a fait, c'est fantastique parce que c'est comme il avait eu un chemin de Damas, illumination Oui, chemin de oui. Damas, non? C'est ça, oui. Et c'est très bien parce qu'il est respecté parce qu'il connaît le système par dedans. Et il y a très peu de gens capables comme lui de faire une description de la débâcle absolue. Et irrespectif de la résolution des élections américaines, ça sera le chaos absolu. Ça sera non un mini, mais un embryon de guerre civile. Et, wow, et les répercussions seront globales, bien sûr. Il y a une autre chose très importante. Comme cette guerre, qui est une guerre israélo-américaine, est une tentative de refaire l'ouest de l'Asie. Et ils y croient. Et ça, c'est plus grave. Les néoconservateurs. Pas les conservateurs. Je l'appelle les eschatologiques à Tel Aviv, les quoi. Mais les zionistes conservateurs aux États-Unis, qui sont complètement alignés avec ces eschatologues à Tel Aviv. Ils y croient. Je pensais au courant des néoconservateurs, Nuland, Kagan. Mais justement, Wolfowitz, oui, ça va, quand j'ai dit c'est fou, sioniste ziocons en anglais, Ziocons. c'est justement... Ce sur quoi a Sont écrit les- John sont les gens- Mearsheimer. Le livre. Justement, j'étais aux États-Unis à l'époque, quand Walt et Mearsheimer ont lancé les livres. Bon, la seule façon qu'ils avaient, parce qu'ils avaient un statut académique gigantesque, personne ne pouvait. Et c'était une étude très sérieuse d'Israel Lobby, les bouquins. C'était super sérieux. On a parlé avec Mearsheimer à l'époque. Il a dit, les pressions sont absurdes. Mais on soutient parce qu'on a des informations des gens qui font partie du lobby israélien. Ils ont volontairement passé des informations de coulisses spectaculaires, non? Ça, c'est un problème. Et le problème, c'est qu'à Washington, les Chinois ont une définition excellente, silos. Il y a des silos d'information et de pouvoir, département d'État, Pentagone, CIA, Security Council, tout ça. Et ils sont partout.
sont les disciples ou compagnons de Robert Kagan, par exemple. Et ça, c'est bipartidaire. Ah oui. Peu importe, c'est démocrate. C'est important que tu dises ça parce que beaucoup de gens imaginent en France, si Trump arrive, tout va changer. Non, Si Kamala- ou non, d'autres, c'est si beaucoup Kamala- plus compliqué Kamala que Harris ça. va nous sauver. En fait, Non. il y a un état profond, Qui arrive va sauver personne. sauf eux-mêmes. Oui. Ça va être le désastre, peu importe. Ça va être le désastre total. Et Trump, les gens qui sont autour de Trump, ils sont très médiocres, la plupart. Et il y a des gens très dangereux, comme le vice-président, qui étaient fabriqués par Vance. Peter Thiel, Oui, c'est les. l'ex-PayPal, qui est le chef de Palantir, qui fait des systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés par Israël pour tuer des civils à Gaza. Ça, c'est dur. Alors, il n'y a pas de porte d'échappement dans cette histoire. Il y avait Kennedy Jr., mais bon, malheureusement, qui aurait été intéressant. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il est on peut pas dire qu'il est un zioniste à 100%, peut-être à 90%, mais c'est déjà, c'est dur, c'est très dur. Bon, on va peut-être te libérer. Merci beaucoup pour Merci, tout ça. non, c'est un intéressant, plaisir. mais Merci. J'ai encore une question Merci. quand même. Une question. Oui, Parce que oui. on m'a envoyé un message très amusant là. parce Oui, qu'il y a des c'est réactions. direct. Oui. C'est On a une direct. réaction, oui. On a une Ah, réaction. génial, On a oui. une réaction, c'est. Mais on est obligé d'écouter Pepe Escobar en anglais. Mais on voit qu'il parle français. J'adore. C'est pas gentil. Non, Et il a ça- dit, est-ce qu'il peut refaire en français des éducations un jour? Donc si tu veux bien, on te réinvitera Mais écoute, ou en c'est visio, c'est ou si tu très es à Paris, flatteur, c'est on très te voit à flatteur Paris, ça. Je remercie. Ouais. Bon, ma femme est française, alors et, Ah bah, ça et- aide, hein. et j'ai grandi avec la culture française aussi. Alors mais la vraie culture française, la culture Non, mais française de ton voilà, français est parfait avec ce qui léger est en train teint. d'être détruit par ces gens de quatrième espèce qui sont maintenant dans. Ouais, mais je pense qu'il y a une résistance populaire. C'est difficile Vous de savez casser que je trouve ça quand je vais en Normandie, en Bretagne, Oui. pas à Paris, mais Ou quand dans- on se ailleurs, déplace, dans- bon, là, oui, Moi, absolument. tout Oui. l'été, j'étais dans le Pyrénées oriental, Le Pyrénées, le nord des oui. Pyrénées. Oui, oui. C'est comme si c'était des anticorps Des très anti- puissants. oui, ben voilà. D'ailleurs, Yeah, même ça se yeah, referme yeah. sur les villages qui s'auto-organisent en relations culturelles, de travail, d'entraide. Ah, ben voilà, oui. C'est assez intéressant. Il y a une vraie. C'est exactement c'est Ils ce vont que j'ai pas nous trouvé tuer dans tout de des suite. petits villages en Bretagne et Normandie. Oui. Exactement le même sentiment. Et les gens sont absolument extraordinaires. Oh, la qualité humaine des gens. Et bien sûr, ils sont dehors la boule de Paris. Paris, c'est une petite boule et c'est très provincial. Même. C'est comme Washington. Washington, c'est une ville de province, mais la capitale de l'Empire. Mais c'est une petite ville médiocre. C'est pas New York. New York, c'est vraiment une vraie Oui. métropole. C'est une autre histoire. Mais Washington, c'est hyper provincial. Bon, Pépé, merci beaucoup. Merci, c'était On un t'attend plaisir. à nouveau à nouveau. Paris. Hein, c'est Ok, quand à Paris, oui, si oui. Tu y es régulièrement, non? Oui, je dois y aller dans 2 semaines à peu près. Oui, oui. Mi-novembre, avant mi-novembre. On pourra prendre rendez-vous? Ok, oui. Ok. Merci. Merci. Allez, Merci. bon courage. Merci.